Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence débat Histoire de territoire, design de demain, euh, qui s'inscrit dans la France Design Week, qui rayonne sur l'ensemble des régions de France. Nous voyageons ici dans les Côtes-d'Armor, en direction de Saint-Brieuc, de l'ouverture costarmoricaine en direction euh, des relations étroites avec les îles anglo-normandes, mais également avec les côtes de l'Irlande, de l'île d'Émeraude. Nous allons regarder et découvrir ensemble comment effectivement il est possible d'explorer demain de nouvelles aventures, de nouvelles relations avec nos voisins anglophones de l'autre côté de la Manche et qui abordent aussi la mer Celtique pour ce qui concerne les Irlandais. Cette présentation va être déclinée également justement en anglais pour permettre une compréhension ouverte sur le sujet et porteuse également de coopération transmanche, de création partagée, d'envie de travailler ensemble. Alors ici, vous voyez en photo des images historiques d'une institution de microcrédit qui a énormément marqué le littoral français, des régions littorales. Ici, vous avez l'exemple dans les Hauts-de-France de plusieurs façades qui illustrent le Mont-de-Piété. Mont-de-Piété qui était présent dans de grandes villes des Pays-Bas méridionaux et qui est encore visible ici, vous le voyez avec l'exemple de la ville d'Arras et de Valenciennes. Eh bien, Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, a aussi connu un vent porteur, une ouverture au financement innovant, une histoire extrêmement riche autour de cette institution qui est le Mont-de-Piété et dans lequel la ville, le territoire briochin, s'est étroitement approprié ces emblèmes, dont notamment un animal que vous voyez ici, mythologique, qui est le griffon. Le griffon qui est étroitement lié à l'histoire briochine et qui effectivement faisait partie pleinement intégrante de l'esprit qui a guidé le développement des Monts-de-Piété et plus tard des crédits municipaux, institution sociale très engagée en matière de microcrédit, qui va être sous le ministère de Richelieu notamment encouragé par le médecin Théophraste Rododo, qui réussira à intéresser le cardinal à la fondation dans Paris d'un premier établissement de pré-sur-gage. C'est une innovation qui vient à l'époque d'Italie, qui est poussée dès 1462 par un premier Monte di Pietà, développé par un moine, Barnabé de Terni. Et ce mouvement va être très encouragé par des sociétés savantes, mouvement également intellectuellement poussé par des congrégations, des échanges poussés aussi et stimulés par des religieux, des intellectuels. Et ce modèle de microcrédit précurseur qui vient d'Italie au XVe siècle va être symbolisé, comme vous voyez ici, par un griffon. Cet animal mythologique qui gardait les mines d'or d'Apollon, et qui sans doute a une très forte résonance avec l'histoire de Saint-Brieuc et peut sans doute nous encourager à imaginer demain, à nous projeter dans de nouvelles dynamiques avec le littoral briochin, avec les relations que nous pouvons relancer, réinstaurer avec les îles anglo-normandes. Il y a tellement de rues à Saint-Brieuc qui rappellent les liens de cabotage qui ont existé avec Jersey et Guernesey. Et puis, ces liens étroits, ces chemins de mémoire avec nos cousins celtiques, ça, c'est la relation si forte avec l'Irlande. Alors, pour nous positionner effectivement dans cette vision, elle a été aussi finalement dans l'esprit et dans la créativité littéraire de Victor Hugo, qui nous invitait à être, dans l'une de ses œuvres, des travailleurs de la mer. Vous savez que Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan qui aurait trouvé le bonheur dans ces états, puisque la Constitution dont il est l'auteur refuse le droit de l'entrée à l'or et à l'argent sans son autorisation. Et la seule monnaie autorisée à l'époque est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors,
dans le sillage justement de Bretons, d'aventuriers, d'entrepreneurs qui sont partis tenter leur chance en Irlande. Il y a dans cette utopie des travailleurs de la mer une intuition excellente qui est visible aujourd'hui sur nos côtes à travers l'expérience de l'huître, puisque vous savez que des ostréiculteurs ont voulu tenter leur chance en Irlande et s'associer avec des courtiers en coquillage. Certains ont racheté de petites exploitations et ont fondé Sophie Sailfish, la société franco-irlandaise. Et vous avez effectivement encore aujourd'hui des traditions qui existent de ce terroir en Bretagne, mais aussi en Normandie et dans les Hauts-de-France. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant à réinstaurer depuis la baie de Saint-Brieuc, qui est si sensible à l'économie circulaire, à la transformation de son économie bleue, au travail qui peut être aussi mené aujourd'hui autour de la biologie pour rendre ces coquillages vertueux et porteurs aussi d'innovation dans le domaine de la recherche et de l'économie bleue si importante aujourd'hui. Quelques chiffres qui illustrent finalement l'importance de l'ostréiculture et son ouverture européenne. Vous savez qu'aujourd'hui, 86% des huîtres irlandaises exportées partent vers la France. Alors, ce processus est assez long puisqu'on considère que 3 à 4 années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Ce qui montre qu'effectivement, l'ostréiculture ne s'invente pas, mais qu'il y a véritablement tout un processus qui a un très grand patientique, puisque dès les Romains, vous savez que les huîtres étaient déjà reconnues pour leurs bienfaits, et les naissins qui arrivent parfois par camions frigorifiques depuis des écloseries en France vont subir effectivement une étape de maturation et compléter ce long cheminement pour y développer un terroir extrêmement spécifique. Nous avons d'autres dynamiques extrêmement fortes qu'on retrouve sur le territoire briochin avec la grande histoire du port du Légué. On pense aussi à ce cabotage, les charbonniers de Jersey qui venaient aussi transporter beaucoup de marchandises et de produits manufacturiers, industriels. Vous avez cette dynamique exceptionnelle autour de l'acier breton, charbon irlandais, gallois et jerseyais qui effectivement ont encouragé des bassins industriels, des grands ports. On pense également à celui de Saint-Nazaire avec les forges de Trignac, les liens aussi qui se sont développés effectivement en Loire-Atlantique et sur le littoral breton avec ses ports secondaires, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Paimpol, des relations effectivement transmanche qui sont toujours importantes et qui pourraient retrouver en tous les cas une nouvelle vie, en particulier avec l'Irlande, dans le contexte du Brexit, puisque ces échanges celtiques ont toujours été une opportunité pour le monde maritime et en particulier pour la Manche. Ce qui nous amène à réfléchir à travers cette conférence Histoire de territoire, design de demain, eh bien, comment il est possible de renouer avec peut-être cette route du charbon et lui donner de nouveaux vents porteurs, de nouvelles énergies. Et c'est tout l'intérêt avec la France Design Week de réfléchir à ces nouveaux sujets collaboratifs. D'autant qu'ils ont existé dans des périodes de guerre, dans des périodes de crise. Vous savez que dans l'ombre de Jean Monnet, qui était l'argentier de la France libre, eh bien, un Breton, René Pleven, a développé de manière assez inédite la Free French Banking, loin de Vichy, à Londres, hein, aux côtés du général de Gaulle, pour financer les avances de guerre de la Grande-Bretagne. Et ce sera un formidable élan qui sera bien étroitement lié avec l'œuvre de résistance qu'on a bien connue en Bretagne et qui sera à la fois une œuvre de mobilisation, de connaissances personnelles, des hommes, des continents, des colonies en Afrique, dans l'océan Indien, qui permettront de faire abonder des dons du monde entier, des pierres précieuses, des diamants qui auront le bienfait d'offrir un très grand soulagement
et de consolider les quelques compétences financières qui avaient permis de fonder une banque d'une audace incroyable, la Free French Banking. À la fin du conflit de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Mendès France prononcera lors du premier budget public de 1945 la formule suivante: ces années de guerre active auront coûté à la France le prix d'une exposition. Je voudrais vous dire qu'effectivement, il y a un élan très important sur cette mémoire qui est le fruit aussi d'une solidarité franco-britannique tout à fait inédite dans des périodes de guerre. Et puis, finalement, dans les relations avec l'Irlande, eh bien, des plumes de grands érudits voyageurs transmettent en tous les cas toujours cette formidable synergie transfrontalière, cet élan de solidarité, et je pense en particulier à un prix Nobel de littérature qui est Samuel Beckett, et qui prononce sans doute avec beaucoup de finesse finalement cette relation profonde et singulière qui a effectivement été soutenue grâce à l'implication de la Croix-Rouge irlandaise qui, en Normandie en particulier, à Saint-Lô, a permis aussi de reconstruire au milieu des ruines. Alors demain, comment finalement Saint-Brieuc, comment finalement le territoire briochin, à l'image de Cherbourg, de Roscoff, de Granville, de Saint-Malo, de grands ports de la Manche, pourrait justement renouer avec les autoroutes de la mer? Vous savez que de grandes figures du syndicalisme agricole ont été au cœur de cette grande et cette belle aventure. Eh bien, le Brexit nous invite à être d'audacieux concurrents. Vous savez que les transporteurs irlandais cherchent à contourner le Royaume-Uni, à rejoindre l'eurozone. Et c'est un changement qui pourrait tout à fait relancer les échanges humains avec le pays du trèfle. C'est une dynamique tout à fait intéressante qui mérite aujourd'hui un intérêt renouvelé autour de l'économie circulaire, autour du design, autour de ce design de territoire que nous pouvons façonner, transfrontalier, transmanche et porteur de nouveaux échanges avec de grands centres créatifs et de grands centres urbains de l'autre côté de la Manche. Quand on pense effectivement à cette ouverture maritime, à ces échanges porteurs de nouvelles routes, c'est souvent sur les pas de Marco Polo et de Venise que de grandes aventures maritimes à très grande échelle ont marqué l'attention. Eh bien, effectivement, Venise a été une place très avancée dans des échanges, des participations pour financer des galères, des participations qui étaient divisées en carats et qui ont permis de développer un grand capitalisme maritime mondial pour encourager de nombreux échanges, parfois inattendus, entre Orient et Occident. Ici, vous avez l'exemple de ces contacts initiés entre la Sublime Porte et les côtes irlandaises pendant l'épisode de la Grande Famine, puisqu'il y a eu effectivement des cargaisons humanitaires envoyées par le sultan de l'Empire ottoman qui sont arrivées jusqu'au port de Drogheda, au nord de Dublin, et qui ont permis des liens extrêmement étonnants pour nourrir la conscience partagée, partager aussi une prise de risque, une inclusion financière pour permettre des échanges entre les comptoirs irlandais et toute cette diaspora aussi qui était extrêmement active dans les échanges avec le commerce du Levant, parce que Venise a été aussi un terreau extrêmement fertile de communautés de réfugiés irlandais jacobites, de juifs, de nombreux autres groupes marchands, de négociants qui ont été véritablement les chevilles ouvrières de ces routes et ces carrefours maritimes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de grandes institutions multilatérales, en particulier le FMI, lors du Forum économique de Davos en 2016. Christine Lagarde a aussi relancé cet impérieux défi de l'inclusion financière. Comment aujourd'hui, effectivement, travailler sur de nouveaux véhicules de partage de prise de risque, des véhicules de co-investissement. Et une étude du FMI avait été, à ce titre, présentée sur l'impact profond des technologies blockchain et du rôle qu'ils pouvaient jouer demain pour encourager l'inclusion financière. C'est un sujet qui est à la fois
en lien avec une actualité diplomatique intéressante, puisque vous savez que Jean-Yves Le Drian, au Quai d'Orsay, a pris l'initiative de défendre dans les colonnes du Irish Times un plaidoyer autour d'une campagne qui entend faire de la France le plus proche voisin de l'Irlande. C'est un plaidoyer tout à fait intéressant, géostratégiquement puissant, parce que nous avons eu, vous avez ici en photo l'image du Collège des Irlandais à Paris. Eh bien, nous avons eu des relations toujours historiquement fortes qui se sont nouées dans les ports, les Irlandais de Nantes, les Irlandais de Bordeaux, qui ont développé le commerce du vin. Ce sont des communautés de réfugiés irlandais jacobites qui ont été aussi très importantes en Bretagne et qui ont apporté des innovations dans les techniques d'accastillage, qui ont fait progresser la marine, les cordages, qui ont permis aussi de développer des chantiers navals tout à fait ambitieux. Eh bien, cette réflexion mérite d'être aujourd'hui réactualisée. Quel financement innovant développer demain? Vous avez ici le fronton de l'ambassade de France à Dublin avec cette banderole « France, your closest EU neighbor ». France, votre voisin européen le plus proche. Eh bien, c'est effectivement un sujet que nous pouvons avoir aujourd'hui dans cette approche de design de territoire. Et en s'inspirant sur le riche passé du territoire briochin, regardez comment nous pouvons nous appuyer sur la diaspora irlandaise, qui est si riche au Moyen et en Extrême-Orient, à travers de nombreux clubs, de nombreuses associations, de Dubaï jusqu'à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, du Qatar jusqu'aux rives du Golfe Persique en passant par Bahreïn. Nous pouvons effectivement trouver de nombreuses constellations, de nombreuses dynamiques de réseautage, comme le Festival interceltique de l'Orient arrive à mettre en scène chaque année à travers des échanges musicaux, créatifs, artistiques entre toutes ces communautés. Dans l'esprit anglo-saxon, et ce que les Irlandais ont aussi beaucoup imprimé dans leur culture, c'est que l'argent est là pour investir et pour créer. Et c'est une forme d'énergie universelle dans les affaires qui permet de faire bouger les choses et de transformer des idées en vision, en réalité. Alors, qu'est-ce qu'une Youth Bank? Comment imaginer demain effectivement quelque chose d'assez atypique, à Saint-Brieuc jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel? Comment le territoire briochin peut être un véritable laboratoire, comme il l'a été à travers l'histoire de son monde piété? Vous avez une petite vidéo que vous pouvez retrouver ici sur YouTube qui vous permet de voir comment se sont déclinés les Youth Bank sur le sol irlandais et tout l'intérêt que nous avons aujourd'hui de débattre d'une ouverture briochine en s'appuyant sur la riche histoire du monde piété. Alors, qu'est-ce qu'une Youth Bank? Comment considérer effectivement ce dispositif? C'est une organisation en charge de l'expression citoyenne des jeunes qui l'a fait éclore sur les côtes d'Irlande, sur l'île d'Émeraude dans les années 90. Une grande coalition de 5 organisations se sont unies et ont décidé de collecter des fonds à hauteur d'1 million de livres pour financer des projets portés par les jeunes avec une vocation citoyenne. Et les aides qu'elles peuvent apporter vont de 250 à 25 000 livres selon l'intérêt et l'ampleur des projets. Et les Youth Bank, gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, ont effectivement développé une ingénierie de projet tout à fait atypique et des référents plus âgés peuvent cependant les assister à travers une démarche de mentorat très importante, un mécénat de compétences qui se distingue très clairement du mécénat financier et finalement une dynamique effectivement de parrain, de parrainage qui peut venir soutenir, aider, encourager les dynamiques de demain. Les marchands de paix et de prospérité ont été aussi une toile économique et culturelle très importante en faveur de la diplomatie et du dialogue des cultures, d'une diplomatie en faveur de la paix, parce que vous savez que finalement, pour fabriquer du consensus à travers l'accord du Vendredi Saint, il a fallu trouver des dispositifs participatifs innovants pour permettre aux catholiques et aux protestants de se mobiliser à travailler ensemble et à trouver de nouveaux vecteurs de paix, de nouveaux véhicules d'ingénierie de projet collective. Et finalement, cet appel à développer
une dimension participative, à pousser l'entrepreneuriat des jeunes, à encourager l'inclusion financière et participative a été un formidable volet pour développer des structures de financement participatif dédiées à des jeunes talents porteurs de projets innovants. Sans doublonner les dispositifs déjà existants, puisque de nombreuses fondations, même en France, sont déjà actives dans le domaine de la philanthropie. Et il y a eu effectivement un formidable itinéraire de création de valeur à travers des jeunes générations impliquées dans des alternatives professionnelles dans leur région, des expériences à l'entrepreneuriat qui ont permis de développer chez elles le goût du risque, et finalement un nouveau circuit ouvert à la création de richesse et à la création de valeur. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, une piste de réflexion qui peut se mener en complémentarité avec les acteurs territoriaux et européens, avec des missions clés qui se résument autour de 5 piliers importants. D'abord, la mise en relation avec des jeunes talents porteurs de projets innovants et les investisseurs locaux. C'est la possibilité de rencontrer aussi à travers du réseautage d'autres jeunes engagés dans la même démarche, et c'est un atout en termes, je dirais, de partage d'expérience. Ensuite, il y a le volet qui vise à proposer une participation financière, voire des prêts à taux très réduits ou à taux zéro, en appui au démarrage à un projet de création d'entreprise. La décision d'attribution du financement et les modalités précises sont déterminées par une commission collégiale regroupant les membres de la Youth Bank au vu de l'intérêt citoyen du projet, de son originalité et de sa viabilité. Offrir des conseils personnalisés, des orientations vers des organismes apportant un soutien à la création d'entreprises à travers des formations, des apports d'expérience et une aide dans des démarches administratives. Sur cet aspect, la Youth Bank se veut davantage un lieu de ressources qu'un fournisseur à proprement parler de ces conseils, car les nombreux dispositifs d'appui, publics ou privés, sont foisonnants en la matière, sont extrêmement nombreux, et donc il s'agit de limiter le chevauchement de projets et de développer aussi des actions en direction du monde de l'enseignement, lycée, apprentissage, université. C'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel à Saint-Brieuc parce qu'il y a de nombreux acteurs et des réseaux jeunesse mobilisés, de nombreux établissements aussi qui pourraient être tout à fait réceptifs à ce type d'initiative, et un lien qui peut se faire à travers de nombreuses associations. Le prisme des jumelages aussi, qui sont sites forts, qui existent de l'Irlande à la Chine et qui peuvent certainement aussi pousser le territoire briochin à s'ouvrir à l'international en s'appuyant sur l'entrepreneuriat des jeunes et ses besoins. Les besoins, là où ils sont intéressants lorsqu'on les regarde assez finement, c'est qu'en regardant les démarches de financement participatif, certes, des citoyens s'investissent, participent financièrement à des projets. En Bretagne, on a différents modèles, Gweneg, Kengo, d'autres modèles qui se mettent en place. Eh bien, il y a véritablement des choses qui se développent, surtout qu'il y a dans ces dynamiques une compréhension qui est faite à travers l'envie des acteurs de cet écosystème d'aller beaucoup plus loin et d'aider des projets et notamment de les aider en termes de conseils, ce qui révèle un potentiel très important dans le domaine du mécénat de compétences. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement fort aujourd'hui, à la fois parce qu'on observe que les jeunes briochins se heurtent à beaucoup d'obstacles pour réussir leur projet. D'abord, un manque de transition entre expérientiel entre l'adolescence, la fin d'études et l'âge adulte, la peur effectivement de l'échec, mais une forme aussi d'essoufflement des jeunes par rapport au circuit bancaire classique et bien souvent le manque de moyens financiers comme principal handicap à la concrétisation d'un projet de création. Et donc, une nouvelle forme de philanthropie peut voir le jour. Cette philanthropie peut s'appuyer sur l'histoire du monde piété, si riche dans de nombreuses régions littorales, qui a eu des synergies transfrontalières extrêmement intéressantes avec l'Italie et qui pourrait demain tout à fait renouer des liens avec l'Irlande parce que vous savez que ce pays a attiré des géants du numérique, Google sur la rue du Grand Canal. Eh bien, la révolution numérique qui est visible à Dublin, mais aussi en Bretagne, modifie en profondeur
le phénomène de start-up, de ceux qui osent, et amène certainement de nouvelles plateformes à se développer, à imaginer de nouvelles mises en relation pour mettre en place des financements innovants. Les youth banks ont reposé sur un vaste réseau qui s'est structuré autour de règles d'or, de golden rules, qu'il est important de signifier et qui sont essentielles à la gouvernance de projets qui reposent sur l'ensemble des youth banks associés. D'abord, se dire que finalement, les youth banks doivent être créés et gérés par des jeunes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est l'une des règles d'or que je vous propose de retenir, qui est la plus importante. Des coachs et des tuteurs, des entrepreneurs, qu'ils soient aidés ou financés par la Youth Bank, pourront soutenir les jeunes, les étudier, les aider, mais sans les influencer. Ce qui est un travail extrêmement délicat à mener et ce qui montre vraiment l'importance de ce pilier participatif pour encourager des jeunes demain. Il y a des missions aussi très importantes à réussir dans l'architecture de la Youth Bank pour à la fois originer des projets qui soient portés par des jeunes, ça c'est fondamental, analyser ces projets et les sélectionner pour y atteindre une viabilité au vu de l'intérêt citoyen et participatif des projets soumis, mettre en place des commissions pour examiner des critères d'éligibilité qui soient extrêmement fins et permettre de les associer avec des investisseurs qui pourraient localement être complémentaires à des cofinanceurs partenaires de la Youth Bank. Il y a bien sûr des événements thématiques, des événements de réseautage qui permettent de regrouper les porteurs de projets, des investisseurs, des personnalités qualifiées qui peuvent être des parrains, des mentors. Là encore, il existe de nombreux organismes de philanthropie qui peuvent aider, des dispositifs publics d'appui à l'entrepreneuriat, des jeunes, à la formation, qui peuvent aussi permettre d'établir la viabilité de ces structures. Les Youth Banks ont existé grâce à des confédérations sur le sol britannique, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles. Il existe des confédérations irlandaises qui ont essaimé aussi en Eurasie, en Azerbaïdjan, en Palestine, en Allemagne. Eh bien, ce réseau s'appuie aussi sur des institutions qui sont aussi là pour apporter un support logistique et financier et permettre de mettre en place des partenariats plus approfondis avec des acteurs de l'aide à l'entrepreneuriat. Ces confédérations sont aussi là pour viabiliser et rendre possible des relations institutionnelles avec des collectivités locales, mobiliser des subventions et créer demain de nouvelles dynamiques collaboratives et de nouvelles ingénieries. Vous avez des étapes de mise en place qui sont importantes à retenir dans le débat que nous avons aujourd'hui autour de l'expérimentation, pourquoi pas d'une Youth Bank pilote sur le territoire riochin. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses encouragées dans ce domaine, y compris sous l'impulsion du préfet des Côtes-d'Armor. On pense au modèle effectivement des jeunes entreprises, des coopératives jeunesse de services qui se sont inspirées du modèle québécois-canadien qui a été exploré dans le Côtes-d'Armor en relation aussi avec les Vidennes, avec Saint-Malo, avec la baie du Mont-Saint-Michel. Eh bien, de la même façon, une Youth Bank pourrait aussi voir le jour et s'inspirer des coopératives jeunesse de services qui ont vu le jour en Bretagne et qui ont essaimé dans différents territoires, en associant des acteurs du design, des acteurs du monde de l'enseignement, des acteurs du monde associatif. Tous ces protagonistes ont vraiment convergé dans un incubateur de l'engagement qui est intéressant demain pour justement pousser des jeunes à entreprendre, à innover pour leur territoire et à ouvrir des synergies transfrontalières comme nous pourrons certainement le faire demain avec les îles anglo-normandes et avec l'Irlande. Pour ce faire, un livre blanc a été réalisé. C'est une publication à partager que vous pouvez découvrir qui va être mise à la disposition de l'ensemble des participants de cette visioconférence « Histoire de territoire, design de demain ». Il y a un véritable laboratoire d'idées à mettre en œuvre, de nouveaux leviers participatifs à imaginer demain, parce que nous pouvons certainement nous inspirer de nos voisins britanniques et irlandais, réfléchir comment les îles peuvent être aussi des laboratoires, des îles anglo-normandes à l'île d'Émeraude, et nous pouvons certainement nous inspirer aussi de ce qui est imaginé en termes de réappropriation de l'espace public. Vous avez un modèle qui fait beaucoup parler de lui à Londres, à Dublin, dans de grandes capitales qui accueillent aussi de grands acteurs de la mobilité urbaine, de la mobilité de demain. Eh bien, vous avez le modèle de Media for Equity qui est tout à fait intéressant, qui se développe aussi en France
dans des aéroports portés par JCDecaux et qui vise à offrir une forte visibilité dans l'espace public sur des panneaux publicitaires en échange d'une participation dans des startups. C'est peut-être une autre voie pour le financement de grandes associations, d'organismes de philanthropie, de startups qui auraient justement une plus-value à faire valoir, un service à rendre à la collectivité. C'est un débat très largement ouvert avec vous tous, ici à Saint-Brieuc et plus largement dans les Côtes-d'Armor. Nous avons mis en place pour cette conférence des outils numériques pour poursuivre le débat sur lequel vous pouvez vous appuyer, à la fois sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et ces pages sont très largement ouvertes à la discussion, aux échanges, au dialogue. Et je voudrais vous proposer de justement ouvrir maintenant les échanges et vous remercier pour votre participation. J'espère que nous avons aussi des participations qui nous viennent de l'Irlande pour apporter des retours de témoignages, peut-être des partenaires aussi des îles anglo-normandes. Nous avons une histoire très riche, maritime, insulaire, de cabotage si riche, ces charbonniers de Jersey qui venaient au port du Leguet, dans la baie de Saint-Brieuc, ces relations avec les huîtres qui nous ont été présentées, avec de nombreux coquillages, comme Victor Hugo nous l'invitait à l'être en incarnant finalement cette génération de travailleurs de la mer. Eh bien, l'économie bleue, l'économie circulaire peut nous pousser demain à être effectivement porteurs d'une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité, comme les Irlandais ont réussi à le faire à travers ce modèle de Youth Bank et cette médiation très intéressante qui s'est faite avec des jeunes, des acteurs du territoire dans le domaine de la philanthropie. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous propose maintenant d'apporter un temps de débat, d'échange. Vous pouvez d'ores et déjà réagir. Je vais répondre aux questions dans la bulle qui a été mise à votre disposition. Et je vous propose aussi de prendre votre micro. Vous pouvez vous exprimer en anglais et en français et vous dire que la France Design Week continue avec des programmes, des événements variés, thématiques créatives et de nombreux sujets collaboratifs qui permettent de faire vivre le design de demain et l'ancrer dans les régions et dans les territoires. Merci à tous pour votre attention et maintenant, place aux échanges et au débat.